Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur les fondements du christianisme de Lewis. Je suis Maxime Georgel et comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, cette série n'est pas tellement un commentaire sur l'histoire de ce livre, mais plutôt un survol de l'argumentation que propose Lewis. Ce survol n'est pas nécessairement destiné à ceux qui ont lu le livre, l'idée est de rendre aux fondements du christianisme leur format audio tout en les expliquant. Puisque, comme tout bon philosophe devrait le faire, Lewis pose des prémices, aboutit à des conclusions et bâtit ensuite sur ces conclusions, je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, le premier épisode qui expose le premier chapitre du livre, car ce deuxième épisode suit une argumentation qui est fondée sur les conclusions atteintes dans le précédent. Quoi qu'il en soit, rappelons rapidement les deux conclusions auxquelles Lewis est arrivé. L'humanité semble avoir conscience de l'existence d'un code moral, d'une règle de bonne conduite que les anciens appelaient loi naturelle. De plus, les hommes semblent aussi être conscients qu'ils ont violé plus d'une fois ce code. Lewis aborde désormais des objections et incompréhensions qui pourraient se lever face à ce qu'il a avancé. La première consiste à affirmer « Cette loi morale n'est-elle pas simplement un instinct grégaire, un instinct quasi animal comme les autres ?» Il est vrai que nous avons des instincts, reconnaît Lewis. Mais ce code moral que nous semblons avoir en tête, qui nous dit que tuer est mal et que garder ses promesses est bien, est-il l'un de ces instincts ? Pensons à des instincts tels que l'amour maternel, l'instinct sexuel ou la faim. Comment se manifeste-t-il ? Par une forme de désir qui nous pousse à une certaine action. Parfois, en effet, nous avons une envie instinctive d'aider quelqu'un à une pulsion qui semble relever de l'instinct grégaire. Parfois encore, deux instincts s'opposent. Une personne appelle à l'aide et vous ressentez à la fois l'instinct grégaire qui vous pousse à voler à son secours et l'instinct de survie qui vous pousse à fuir le danger auquel l'autre peut être exposé. Mais la loi naturelle est une troisième pulsion. Une pulsion qui vous dira de suivre votre premier instinct, que c'est ce qu'il faut faire et que l'autre instinct doit être réprimé. Quand je dis le premier, c'est-à-dire l'instinct grégaire qui vous pousse à voler au secours de l'autre. Or, dit Lewis, cet élément qui nous sert de juge entre deux instincts et décide lequel mérite encouragement, ne saurait être lui-même un de ces deux instincts. Penser cela reviendrait à dire que la partition de musique, qui vous indique quelle note jouer à quel moment, serait une note elle-même. Non, la partition se situe au-dessus des notes et opère un jugement entre elles pour nous indiquer la place précise de chaque note. Il en est de même de cette loi naturelle. C'est elle qui tranche lorsque nos instincts se confrontent. Cela ne veut pas dire bien sûr que nous l'écoutons toujours, bien au contraire. Si nous n'avions que des instincts, alors le comportement humain en cas de conflit entre deux instincts ne reflèterait que l'instinct le plus fort, celui qui a pris l'ascendant sur l'autre. Mais bien souvent, la loi naturelle nous pousse en fait vers le plus faible de ces instincts. Il est fort probable en effet que vous préféreriez rester sain et sauf plutôt que de courir au secours de l'homme qui se noie. Mais la loi naturelle continue de nous pousser à l'aider et renforce ainsi un instinct qui en lui-même est faible. Ce qui vous pousse à jouer plus fort telle note ne peut être une note elle-même, il s'agit plutôt d'une partition. Plus encore, si la loi morale était un de nos instincts, alors il serait facile d'identifier simplement l'instinct qu'il faut toujours suivre, celui qui serait la règle de bonne conduite. On pense parfois faussement qu'il y a de bons instincts, comme l'amour maternel et le patriotisme, et des mauvais, comme l'instinct sexuel ou l'envie de se battre. S'il est vrai que certains instincts doivent être réfrénés plus souvent que d'autres, aucun n'est absolu. L'époux doit encourager son instinct sexuel, tout comme le soldat son instinct de lutte, et la mère doit réfréner son instinct maternel, tout comme le citoyen son instinct patriote, si ceux-ci les poussent à une attitude injuste envers les autres enfants ou les autres nations. Là encore, il n'y a pas de fausses notes sur un piano, il y a simplement des notes qui doivent être jouées à certains moments. Elles deviennent tour à tour fausses notes ou justes notes en fonction de notre respect de la partition. De même, la bonne conduite nous indique tantôt que l'instinct maternel doit être encouragé, tantôt qu'il doit être réfréné. Si d'ailleurs vous voulez lire de bonnes réflexions sur les effets dévastateurs d'un amour non réfréné, je recommande le roman « Tant que nous n'aurons pas de visage », aussi parfois intitulé « Un visage pour l'éternité » en français, ou Le Grand Divorce, qui sont tous deux des livres de Lewis où il pousse cette réflexion. Son essai intitulé Les Quatre Amours est aussi pertinent et les complétera bien. Ces livres vous aideront à imaginer combien il est destructeur de suivre un de ses instincts d'une manière absolue et dans toutes les situations. Mais d'autres n'avanceront pas que la loi naturelle est la résultante d'un instinct, mais plutôt la conséquence de notre éducation ou d'une convention sociale. Ici, il faut être très prudent. Certes, on nous a appris certaines choses contenues dans cette loi morale, mais on se tromperait si l'on pensait que tout ce que l'on nous apprend a été inventé par des hommes. Pensons aux mathématiques, nous avons dû apprendre nos tables de multiplication. Mais ces tables n'ont pas été plus inventées que Christophe Colomb n'a inventé l'Amérique. Que 3 x 3 font 9 n'a été inventé par personne, personne ne l'a décidé, il s'agit d'un constat.
Ainsi, parmi les choses que l'on apprend, certaines sont inventées par les hommes, mais certaines sont simplement découvertes par eux. Il ne suffit donc pas de dire c'est notre éducation qui nous l'apprend pour pouvoir conclure qu'il s'agit d'une invention humaine. Il faut déterminer à quelle catégorie précise cette loi appartient. Les inventions ou les découvertes. Il y a 2 bonnes raisons de penser que cette loi naturelle est une chose aussi réelle que les mathématiques. La première, comme nous l'avons dit dans le premier épisode, est que les différentes cultures dans l'histoire ont eu un degré d'accord significatif sur bien des sujets moraux. La plupart des gens s'imaginent que les différences entre les morales des différentes civilisations sont bien plus grandes qu'elles le sont en réalité. Lewis ne dit pas cela à la légère. En tant que professeur de littérature à Oxford, il a été amené à lire une quantité considérable d'ouvrages sur le sujet, et l'on s'en rend aisément compte si l'on lit son essai L'abolition de l'homme, dans lequel il interagit avec de nombreux systèmes moraux. Mon édition en français propose même une annexe où Lewis compile différentes maximes classifiées par sujet pour témoigner du considérable accord dans les grandes lignes entre les systèmes moraux de l'histoire. Mais la deuxième raison est peut-être encore plus percutante et décisive. Jugez-en vous-même. Pensez-vous que tous les systèmes moraux se valent ? Comme j'ai pu le dire dans le premier épisode, pensez-vous que le nazisme est un système qui vaut autant que la morale chrétienne ? Pensez-vous que la façon dont les esclaves étaient considérés à Rome vaut la Déclaration des droits de l'homme ? Mais si vous comparez ainsi les systèmes pour déterminer lequel est meilleur que l'autre, vous reconnaissez encore qu'il existe un critère supérieur à ces choses que vous comparez pour en juger. Un musicien joue mieux qu'un autre lorsque, entre autres, il approche mieux de ce qui est inscrit sur la partition. Une personne a une idée plus juste de ce qu'est un éléphant lorsque son idée s'approche plus de la réalité que celle d'un autre. Et c'est ainsi qu'on en vient à admirer des Martin Luther King. Pourquoi ? Parce que de tels hommes ont été des pionniers moraux. Ils ont fait progresser les conventions de leur temps vers une plus grande justice. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il existe une plus grande justice, absolue par laquelle on puisse juger les systèmes moraux et vers laquelle tous doivent tendre. Si l'éléphant n'était qu'une invention de mon esprit, ça n'aurait pas de sens de prétendre que j'ai une meilleure idée qu'un autre. Chacun imaginerait l'éléphant comme il le veut. Mais tout comme l'éléphant a une réalité indépendante de ma pensée, de même la justice a une réalité indépendante des systèmes moraux et qui permet de juger entre eux pour dire que Martin Luther King, par exemple, n'a pas simplement changé la morale de son époque, mais l'a fait progresser. Lewis conclut alors, bien que les différences entre les idées des gens concernant la bonne conduite nous fassent souvent douter de l'existence réelle d'une bonne conduite, ce que nous sommes contraints de penser au sujet de ces différences prouve exactement le contraire. Ce qu'il veut dire, c'est que le fait que nous jugions telle position meilleure que telle autre prouve que nous avons un critère pour discerner entre les options morales, bien que la divergence de ces options puisse à premier abord nous faire penser qu'il n'y a pas de loi morale. Lewis ne laisse pas le lecteur ici. Il poursuit avec une remarque pour écarter un malentendu. Quelqu'un dira peut-être, en effet, il y a 300 ans, on mettait à mort les sorcières. Est-ce conforme à la loi naturelle, ça aussi ? Notons que si aujourd'hui la société ne prend plus de mesures face aux sorcières, ce n'est pas parce qu'elle a changé de jugement moral quant à celle-ci, mais parce qu'elle a changé d'appréciation des faits. Autrement dit, notre société ne prétend pas qu'il ne faudrait pas agir contre des êtres capables de nuire à leurs voisins par des pouvoirs surnaturels, elle prétend simplement que de tels êtres n'existent pas. Si la société d'il y a 300 ans avait été convaincue de cela, elle n'aurait pas fait non plus mourir de sorcières. Si par contre nous pensions aujourd'hui qu'il existait de tels êtres, nous serions encore d'accord sur le fait qu'il faut prendre des mesures contre eux. Celui qui décide de placer des souricières dans une maison infestée de souris, et celui qui n'en place pas parce qu'il n'a pas de souris chez lui n'opère pas un jugement moral différent sur ce qu'il convient de faire face aux souris, mais il diffère simplement entre eux sur l'effet brut, à savoir la présence ou l'absence de souris. Voilà donc où nous amène Lewis au terme de ce deuxième chapitre. Nous avons une notion du bien et du mal, et celle-ci ne peut être expliquée ni simplement par nos instincts, ni même en prétendant qu'il s'agit d'une invention humaine. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile. Là encore, vos retours seront appréciés. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre survol en essayant de préciser encore ce que cette loi naturelle est, pour voir jusqu'où nous mène la réflexion que nous avons entamée. À la prochaine fois.